Ok, donc là, on va continuer le cours sur les raisonnements. On va commencer un nouveau chapitre qui est le chapitre sur les relations. Alors moi, j'ai le numéro 9 dans mes notes, mais ça dépend comment on a numéroté la première moitié du semestre. Donc ça, c'est un chapitre qui va nous occuper jusqu'à la fin du semestre. C'est le chapitre sur les relations. Et plus précisément, ça va être les relations binaires. Donc une relation, qu'est-ce que c'est ? Imaginons, vous avez un ensemble, ça peut être n'importe quoi, et on va décider que deux éléments sont en relation s'ils vérifient un certain truc. Et les relations, ça peut être de plein de types différents. Par exemple, une relation, ça pourrait être, vous avez un ensemble de personnes, et on va dire que A est en relation avec B, s'ils sont de la même famille, par exemple. Ça pourrait être ça, une relation. Un autre type de relation, ça pourrait être A est en relation avec B si A est plus petit que B. Vous voyez ? Par exemple, la personne A est de taille plus petite que la personne B. Eh bien, l'ensemble, ce serait les planètes, et vous dites que la planète A est en relation avec la planète B si elle a un rayon inférieur, des choses comme ça. Ou bien, vous avez un ensemble de crayons, c'est votre trousse, et vous dites que deux crayons sont en relation s'ils ont la même couleur. Ça peut être ce genre de choses. Okay. Donc ça, c'est l'idée un peu générale. Et nous, ce qu'on va voir, c'est comment formaliser ça un peu mathématiquement, et puis voir deux types de relations précis, qui sont les relations d'ordre et les relations d'équivalence. Donc pour commencer, on va partir sur les définitions de base. Ok. Donc, définition. Donc, comment est-ce qu'on formalise mathématiquement une relation? Donc soit X un ensemble. Ah, attendez. Soit X un ensemble. Une relation binaire. Alors binaire, ça veut dire qu'on met en relation toujours deux éléments. On va toujours voir des relations binaires. On pourrait imaginer des relations ternaires ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas ce dont on va parler. Une relation binaire sur X est un sous-ensemble. Souvent, les relations, on les note R, qui est inclus dans X croix X. Donc, c'est un ensemble de couples d'éléments de X, tout simplement. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que cette relation, en gros, quand on vous donne deux éléments X et Y, on dit qu'ils sont en relation avec la relation R si X, Y, le couple X, Y appartient à R. Et sinon, on dit qu'ils ne sont pas en relation. Donc, si X, Y appartient à X croix X, on dit que X est en relation, pour R. Hein, donc, c'est pour une relation fixée avec Y, si XY appartient à R. D'accord? Donc, quand on vous donne deux éléments, on dit qu'ils sont en relation si le couple XY appartient à R. Et dans ce cas, souvent les relations, on les note comme ça. Dans ce cas, on note, plutôt que de noter XY entre parenthèses avec la virgule appartient à R, on va noter de la façon suivante, X, le nom de la relation, Y. Pourquoi X croix X? C'est la définition, c'est les relations, il y a deux éléments. Donc il faut regarder X croix X. D'accord? Ce que vous voulez dire peut-être, c'est pourquoi j'ai pas écrit XY appartient à X.
Est-ce que ça veut dire x carré? Bah oui, x croix x, c'est l'ensemble des couples d'éléments dont le premier appartient à x et le deuxième appartient à x. X croix x, c'est l'ensemble des couples du style xy, où x appartient à x et y appartient à x. OK? Je reviens. Donc, si le couple XY appartient à R, on dit qu'ils sont en relation pour R, et dans ce cas, on note de la manière suivante. X, la relation Y. C'est un raccourci pour dire que le couple XY appartient à R. Sinon, on dit qu'ils ne sont pas en relation, hein, tout simplement. Et on note X, R barré, Y. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en relation pour R. Ok, bon là c'est un peu abstrait, hein. On va voir des exemples. Bon, par exemple, une relation très classique, c'est la relation d'égalité. Donc, on va dire qu'on va définir une relation sur X qui va être X et Y sont égaux. X va être en relation avec Y quand X et Y sont égaux. Donc la relation R, c'est l'ensemble des XY dans X croix X, tel que X égale Y. Donc c'est l'ensemble des éléments du style XX pour X dans X. Ça, c'est une relation. Cette relation, on la note bon, c'est un peu circulaire hein, ce que je suis en train d'écrire. Cette relation, on la note juste avec un signe égal d'habitude. On ne la note pas R. Bon, le problème, c'est que si je commence à écrire égal, XX pour X dans X, vous n'allez plus rien comprendre. Mais cette relation R, c'est juste l'égalité que vous connaissez. X est en relation avec Y si et seulement si X égale Y. Bon, et puis vous comprenez aussi que X n'est pas en relation si X est différent de Y. Et différent, on le note comme ça, on note un égal barré. C'est pour ça, en fait, les symboles de relation, ça va souvent être des trucs que vous connaissez, genre égal, inférieur, des choses comme ça. Donc là, c'est un premier exemple de relation qui est assez simple. On dit que X est en relation avec Y si ils sont égaux. Sinon, ils ont dit qu'ils ne sont pas en relation. OK? Est-ce que ça va jusque-là? Donc, Moi, juste une question. ouais, Remarquez, on note cette relation égale. oui. J'ai pas très bien compris. Enfin, en gros, enfin, est-ce qu'on note égal, c'est, enfin, le égal, on l'a déjà mis là ici. Au-dessus. Non, là, je l'ai appelé R. Mais souvent, cette relation, elle est spéciale et on l'appelle la relation Ah, du d'égalité. coup, on met égal égal. Oui, mais voilà, c'est ça que je voulais pas faire, c'est écrire quelque chose du style égal, égal. Enfin, on comprend plus rien là, si je fais comme ça. Mais quand on va le noter en notation infixe, donc ça vous pouvez retenir seulement, hein, ça c'est une notation D'accord, ok, merci. infixe. Bah, on note pas x et y, on note juste x égale y. Vous voyez? C'est pour ça que souvent les relations, on les note comme ça entre les deux éléments, parce que les relations, ça va être des trucs comme égal, inférieur et tout ça. Et vous avez l'habitude de noter les relations comme ça, x égale y, x est inférieur à y. Vous voyez? Ok, ok, merci. Ça va? Ouais, merci. Donc vous voyez, ça c'est un exemple de relation que vous connaissez depuis très longtemps. Hein, là, on est juste en train de formaliser un truc que vous connaissez.
Mais après, on va avoir des propriétés un peu compliquées, et puis on va avoir des exemples de relations plus compliquées. Okay. Alors, un autre exemple, la relation vide. R égale le vide inclus dans x fois x. Donc, x et y ne sont jamais en relation. C'est possible. Ça, c'est une relation. Ils sont un peu solitaires, ils sont en relation avec personne, les éléments. Ils ne sont même pas en relation avec eux-mêmes. Hein, x n'est même pas en relation avec x. Parce que x n'appartient pas à R, dans ce cas-là. Donc, un élément n'est jamais en relation avec un autre, dans cette relation. Et c'est tout à fait une relation acceptable avec ma définition. Une relation, c'est n'importe quel sous-ensemble de XX. OK? Bon. C'est pas forcément la relation la plus intéressante, celle-là. Est-ce qu'on pourrait définir aussi? Bah, par exemple, il y a la relation inférieure ou égale. R, c'est l'ensemble des X, Y. Bon, alors là, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Disons R, les nombres réels, tels que X est inférieur ou égal à Y. X est en relation avec Y, si et seulement si X est inférieur à Y. Okay, donc cette relation, en fait, d'habitude, on ne la note pas R, on la note inférieure ou égale. Donc en notation infixe, ce serait bien X inférieur ou égal le nom de la relation Y. OK? Bon, et là, vous voyez encore un nouveau truc. C'est que la phrase en français X est en relation avec Y, on a tendance à penser que c'est quelque chose de symétrique. Vous voyez, on a envie de se dire, si X et Y sont en relation, ça n'a pas d'importance dans quel ordre c'est. En fait, si. Là, vous voyez, si 0 est en relation avec 1, mais 1 n'est pas en relation avec 0. Donc, ce n'est pas des phrases qui sont qu'on peut mettre dans n'importe quel sens. Parce que les couples, ils sont ordonnés. Est-ce qu'on a le droit d'écrire R carré à la place de R croix R? Oui, bien sûr. Vous pouvez écrire x carré, c'est x croix x. Il ne faut juste pas s'embrouiller avec la multiplication, penser que c'est des polynômes ou je ne sais pas quoi, mais a priori, souvent avec le contexte, on s'en sort. Hein. Okay. Bon, donc faites bien attention, hein, les relations, en général, ce n'est pas symétrique. OK. Alors, un autre exemple de relation, peut-être vous n'y pensez pas comme ça, soit f de x dans x, une fonction. On peut définir une relation sur x par ce qu'on appelle le graphe de f, gamma f. C'est l'ensemble des x, y, en x carré. Si vous voulez, je peux le noter avec le carré comme ça, tel que y, c'est f de x. Alors, on me demande, est-ce qu'on peut retourner l'inégalité en mettant y supérieur à x? Oui, il y a une autre relation, R', qui serait l'ensemble des x, y, tel que x est supérieur ou égal à y. Mais ce n'est pas la même relation. C'est des relations différentes. Parce que ce n'est pas les mêmes sous-ensembles de x croix x. Et ces deux relations ne sont pas égales en général. Enfin, si on prend R ici, là, elles ne sont pas égales, c'est sûr. Ah, est-ce qu'on peut retourner en mettant y supérieur ou égal à x? Oui, oui, oui. Là, dans ce cas-là, c'est la même relation.
Si x est inférieur à y, c'est la même chose que y inférieur ou égal à x, supérieur ou égal à x. Bon. Mais le truc, c'est que les relations, le couple xy, on note x avant le y. Là, ce qui est écrit là, c'est que y est en relation avec x dans cet ordre pour la relation supérieure ou égale. Okay, ce qui n'est pas la même chose formellement que x est en relation avec y pour la relation inférieure ou égale. Alors bien sûr, nous on sait que c'est équivalent, mais la notation, formellement, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Bon, donc là, x est en relation avec y, si et seulement si y est l'image de f, de x par f. Oups. OK. Donc ça, il y a plein d'exemples de relations. Et qui, là, si on peut prendre même un exemple concret, prenons f de R dans R défini par f de x égale x carré, ben on aura par exemple 0 est en relation pour f 0. 1 est en relation pour gamma f avec 1. Moins 1 est en relation avec 1. Par contre, 1 n'est pas en relation avec moins 1, parce que moins 1, ce n'est pas l'image de 1. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est à peu près clair tout ce que je viens de raconter? Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, donc il faut se rappeler, hein, les relations, c'est pas un truc compliqué, c'est juste un sous-ensemble de x carré. Et on dit qu'un truc est en relation avec un autre si le couple formé par les deux est dans la relation. C'est juste une autre manière de dire deux éléments sont en relation, c'est de dire on donne toutes les paires d'éléments qui sont en relation. OK? Alors, passons à la suite du cours. Bon, les relations, elles peuvent avoir différentes propriétés. Vous savez, comme les fonctions peuvent être croissantes, décroissantes, paires, impaires, machin, une relation aussi peut avoir des propriétés. Donc une relation R sur X est dite. Alors, il y en a plusieurs. Donc je vais lister quatre mots. Il faudra apprendre ces définitions. Alors, elle est dite réflexive si, pour tout x dans x, x est en relation avec x. Vous voyez, dans la définition d'une relation, on n'a jamais dit que x devait toujours être en relation avec x. Par exemple, pour le gamma f, là, pour f de x égale x carré, à part 0 et 1, il n'y a aucun nombre qui est en relation avec lui-même. Donc cette relation-là n'est pas réflexive. Par contre, la relation d'égalité est réflexive. Hein, tout élément est égal à lui-même. OK? Ensuite, elle est dite symétrique si, pour tout x et y dans x, x est en relation avec y implique que y est en relation avec x. C'est pareil dans une relation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La phrase x est en relation avec y, il y a un ordre entre x et y, et ça n'implique pas forcément que y va être en relation avec x. Toujours pareil, hein, pour le graphe, là, moins 1 est en relation avec 1, parce que moins 1, c'est bien moins 1, pardon, 1, c'est bien moins 1 au carré, mais l'inverse n'est pas vrai. 1 n'est pas en relation avec gamma f avec moins 1.
parce que moins 1 n'est pas égal à 1 carré. Donc, toutes les relations ne sont pas symétriques. Par contre, la relation d'égalité est symétrique. Parce que, évidemment, vous savez très bien que si x est égal à y, alors y est égal à x. OK? Monsieur, Oui. le symétrique, c'est juste une implication ou ça peut être une équivalence? Alors, en fait, si la relation est symétrique, alors c'est une équivalence. Parce que je peux faire ça un petit peu à côté. Si c'est vrai que pour tout x, y dans x, x et y entraînent y et rx, bah dans ce cas-là, y et rx va entraîner quoi? Vous échangez les deux, hein, vous dites que x c'est y, maintenant y c'est x, bah ça va entraîner que x est en relation avec y. Et du coup, si ça c'est vrai, bah, pour tout x et y, en particulier, c'est vrai quand on les échange, et du coup, ça va être une équivalence. Mais si on veut le vérifier, il suffit de le vérifier dans un sens, parce que l'autre sens, c'est la même chose essentiellement. D'accord. OK? Donc, si vous voulez, là, je peux écrire une équivalence, ça revient au même, mais quand vous voudrez le vérifier, il n'y a qu'un sens à vérifier, parce que l'autre, c'est symétrique. C'est le cas de le dire. Alors, maintenant, il y a un autre truc qui est antisymétrique, qui n'a pas grand-chose à voir avec symétrique, en fait. Maintenant, c'est quoi? C'est si pour tout x et y dans x, x est en relation avec y et y est en relation avec x, entraîne que x égale y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x est en relation avec y et que en même temps y est en relation avec x, bah ça ne peut arriver que si x égale y. D'accord? Donc par exemple, la relation d'égalité est antisymétrique. Hein, si on a que x est égal à y et que y est égal à x, bah évidemment x est égal à y. Bon, c'est un peu trivial. Un autre exemple de relation antisymétrique, c'est l'inégalité. Vous voyez, si x est inférieur à y et y est inférieur à x, bah c'est forcément qu'ils sont égaux. Vous voyez? Alors que par contre, la relation gamma f, bah, la relation gamma f, en fait, est aussi que si y égale x carré et que x égale y carré, ça fait que x puissance 4 égale x, et donc forcément, x, c'est plus ou moins 1, c'est les seules racines, mais x doit être positif, donc x égale 1, ou 0, hein, ou 0. Il y a aussi le 0. Mais forcément, dans ce cas-là, y, ce sera aussi 1 ou moins 1. D'accord? Donc, petit exo, essayez de vérifier que cette relation aussi là, est antisymétrique. Oui, il y a aussi ce transitif, bah, j'y viens, hein, 2 secondes. Une relation peut être à la fois symétrique et antisymétrique. Oui, oui, bien sûr. L'égalité, par exemple, est symétrique et antisymétrique. Pensez comme aux fonctions. Hein, il y a les fonctions paires et les fonctions impaires. Une fonction peut être à la fois paire et impaire. Bon, il n'y en a qu'une qui peut être à la fois paire et impaire, c'est la fonction nulle, mais ça peut arriver. Donc c'est pas antisymétrique, c'est pas la négation de symétrique. D'accord? On va faire des exos hein, pour bien comprendre ces 4 propriétés. Alors la dernière chose, c'est transitive, comme disait votre camarade dans le chat. Comme j'ai dit, il y a 4 termes que je vais définir là. Si, pour tout x, y, z dans x, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Bon, des exemples de relations transitives, il y a l'égalité. L'égalité, si x égale y et y égale z, alors clairement x égale z. Par contre, une relation qui ne serait pas transitive, ce serait encore le graphe là, de f. Hein, si y c'est le carré de x et que z c'est le carré de y, alors z c'est pas forcément le carré de x. Alors, par exemple, mettons x égale 2, ça veut dire que y égale 4,
Et du coup, Z, c'est 16. Bah, 16, ce n'est pas le carré de 2. Il y a quelqu'un qui me dit en privé, je ne comprends pas trop la différence entre symétrique et antisymétrique. Alors, je vais reprendre un peu, je vais peut-être faire des exemples après. Symétrique, ça veut dire que vous donnez deux éléments quelconques. S'ils sont en relation dans un sens, alors ils sont en relation dans l'autre. Ce n'est pas forcément le cas. Parce que être en relation, c'est quelque chose qui va dans un certain ordre. Là c'est des couples d'éléments de X, et les couples, c'est toujours ordonné en maths. Par contre, antisymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vérifiez les deux conditions, que X est en relation avec Y et que Y est en relation avec X, ça ne peut arriver que s'ils sont égaux. D'accord? En général, on n'aura pas les deux en même temps, et quand c'est antisymétrique, si on a les deux en même temps, ça n'arrive que quand ils sont égaux. Donc, ok. Bah, je vais faire un exemple. Par exemple, essayons de voir ce que ça donne la relation gamma f. Alors, est-ce qu'elle est réflexive? Bah non. Parce que 2 n'est pas en relation avec 2, par exemple. 2 au carré, c'est différent de 2. Donc, gamma f n'est pas réflexive. Est-ce qu'elle est symétrique? Bah non plus. Parce que, par exemple, moins 1 est en relation avec 1, mais 1 n'est pas en relation avec moins 1. Parce que là, 1, c'est bien moins 1 au carré, mais moins 1, c'est pas 1 au carré. Donc là, c'est pas en relation. Alors, est-ce qu'elle est antisymétrique? Bah là, c'est un peu plus compliqué. Donc, soit x, y, non, r, tel que x est en relation avec y et y est en relation avec x, et il faut montrer que x égale y. Vous voyez, là, je suis en train de vous donner un peu comment on fait pour vérifier qu'une relation est antisymétrique. Bah, là, ça veut dire que y égale x carré et x égale y carré. Et du coup, ça veut dire que x puissance 4 vaut x. Et donc, vous pouvez résoudre cette équation. Il n'y a que 3 racines réelles, x égale 1 ou 0. OK. Attends, on me demande pourquoi elle n'est pas réflexive. Alors, on reprend la définition. Une relation est dite réflexive si tous les éléments vérifient que tous les éléments x vérifient x est en relation avec x. Donc, si c'est réflexif, bah, il faut montrer qu'on prend un x quelconque et on montre que x est toujours en relation avec x. Pour montrer que ce n'est pas réflexif, on a trouvé un contre-exemple. 2 n'est pas en relation avec 2. Donc ça, c'est un contre-exemple à cette propriété-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas vérifié. Donc ce n'est pas réflexif. Et pourquoi 2 n'est pas en relation avec 2? On reprend la définition de gamma f. Gamma f, c'est l'ensemble des xy dans x carré, et que y égale f de x. Et ici, f, j'ai dit, on prend f de x égale x carré. Donc là, ici, x, c'est 2, et y, c'est 2. Et ça n'appartient pas à... le couple n'appartient pas à gamma f. Donc, gamma f, je redis, c'est l'ensemble des xy tel que y égale f de x. Voilà.
Sinon, la prochaine fois, vous verrez le truc sur YouTube, hein. Bon, alors, est-ce que ça va, le fait que c'est pas réflexif? Oui? Non? Bon. Et puis finalement, transitif. Est-ce que c'est transitif? Ben non, c'est pas transitif, car, et là, il faut trouver un contre-exemple à cet énoncé-là. Il faut trouver un triplet x, y, z, tel que x est en relation avec y, et y est en relation avec z, mais x n'est pas en relation avec z. Donc là, l'exemple que j'avais donné là, à l'oral, c'était 2 est en relation avec 4, et 4 est en relation avec 16, mais 2 n'est pas en relation avec 16. Donc on a trouvé un triplet x, y, z, tel que x est en relation avec y est en relation avec z, mais x n'est pas en relation avec z. Monsieur, Oui, pour le cas asymétrique, c'est... antisymétrique. Oui, antisymétrique. Enfin, du coup, si ça marche, si on trouve au moins une solution à x puissance 4 égale x. Ah oui, j'avais pas terminé. J'avais pas terminé. Si on a x puissance 4 égale x, on a forcément x égale 1 ou 0, comme j'ai été coupé. Et du coup, forcément, y c'est 1 ou 0, le même, parce que y c'est x carré. Et donc, dans tous les cas, y égale x carré égale x, parce que 1 et 0 vérifient tous les deux x carré égale x. Monsieur, Oui. moins 1, ça fonctionne pas comme solution? Non, là, je l'avais dit, je me suis trompé, je dit, moins 1 puissance 4, ça fait 1. Ça fait pas... Ah oui, ok. ouais. En fait, vous pouvez raisonner, si vous voulez, avec les complexes, si ça vous aide. Attendez, je vais bouger ce truc-là. Je vais détailler un petit peu plus ce truc. x4 égale x, bah, soit x égale 0, okay, ou dans ce cas-là, si x est différent de 0, on peut simplifier par x, et ça fait x cube égale 1. Et donc x, c'est une racine cubique de l'unité. Et vous avez vu plus tôt dans le semestre que les racines cubiques de l'unité, il y en a 3. Il y a 1, il y a j, et il y a j carré. Okay, bon, sauf que j et j carré ne sont pas des nombres réels, donc on ne les considère pas. Et donc ça fait x égale 0 ou x égale 1. Mais du coup, dans les deux cas, y égale x carré, bah, 0 au carré, ça fait toujours 0, et 1 au carré, ça fait toujours 1, donc c'est toujours égal à x. Donc, maintenant, on récapitule ce qu'on a fait. On a pris x et y quelconques. On a supposé que x était en relation avec y et que y était en relation avec x, et on a montré qu'alors, on avait x égale y. Donc c'est exactement ça, être antisymétrique. C'est pour tout x, y dans x en relation avec y et y en relation avec x entraîne x égale y. OK. Bon, on va faire plein d'exos là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Là, je fais juste ça rapidement. Alors, est-ce que jusque-là, c'est à peu près bon, ou est-ce qu'il faut que je réexplique encore des choses avant qu'on passe à la suite? Alors, qui c'est qui a dit non? Bon, les deux personnes qui ont répondu, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire plus précisément ce qui ne va pas? Allô?
Monsieur, moi j'ai répondu oui, mais j'ai quand même une petite question. Allez-y. Pourquoi on a marqué dans le cas symétrique que c'est équivalent et pas juste égal? Et même après, pourquoi après les applications je les connais, mais je comprends pas pourquoi c'est un équivalent et pas un égal dans dans le symétrique. Mais ça ne peut pas être un égal. C'est pas... Égal, c'est entre deux. Oui, un résultat, oui, bah oui, je suis débile, là, c'est pas un résultat qu'on a, c'est une égalité, enfin, c'est une Là, c'est c'est des propositions, ça. X, R, ouais, Y et Y, R, X, c'est des propositions. c'est une relation. Ok, d'accord. C'est la même chose. Ça, il faut vraiment vous dire que X, R, Y, c'est juste un raccourci pour dire X, Y appartient à R. Et vous n'écririez pas X, Y appartient à R égale Y, X appartient à R. Vous écririez équivalent. Et là, c'est pareil. Ok, ok, merci. Bon, alors, les deux personnes qui ont répondu non, est-ce que... Bon, bon, on verra pendant les exos alors. Bon, on va faire quelques exos. Donc maintenant, c'est la nouvelle feuille de TD, hein, la 3. On va faire l'exo 1. Bon, donc, soit R une relation. Ah, bah alors. C'est juste antisymétrique que je ne comprends pas, mais avec d'autres exemples, ça devrait aller. Ouais, ouais, je pense avec les exemples, ça ira mieux, mais antisymétrique, il faut y penser à l'égalité. Vous voyez, si X est plus petit que Y et Y est plus petit que X, c'est qu'ils sont égaux. Donc ça, c'est antisymétrique. Par contre, si X est de la même couleur que Y et Y est de la même couleur que X, est-ce que forcément X égale Y? Bah non, pas forcément. Vous pouvez avoir deux stylos rouges sans qu'ils soient égaux. Donc c'est un peu ça l'idée. Le genre d'exemple. Mais on va faire plein d'exos et je pense que vous verrez. Alors, maintenant un petit truc pour se mettre en jambe. Donc soit R une relation sur E, un ensemble. Que penser du raisonnement suivant? Alors, supposons que la relation, pardon, j'ai oublié, une relation symétrique et transitive. Donc, je vais écrire un raisonnement là, et vous allez me dire s'il vous paraît juste ou pas juste. Alors, X est en relation avec Y, entraîne que Y est en relation avec X, sa car R est symétrique. Or, X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, entraîne que X est en relation avec X, car R est... oh, attendez, je mélange tout. Non, là c'était bon. Car R est transitif. D'accord? Vous l'appliquez à X, Y, Z, mais Z c'est X. Et donc, si X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, ça entraîne que X est en relation avec X. Ça c'est transitif. Donc, R est réflexif. C'est-à-dire que pour tout X, X est en relation avec X. D'accord? Donc ça, c'est la définition de symétrique. Okay. Ça, c'est la définition de transitive, mais appliquée à Z égale X. Et enfin, réflexive, c'est pour tout X, X est en relation avec X.
Alors réfléchissez, est-ce que ce raisonnement il vous paraît correct? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce raisonnement? Alors, on va faire un petit sondage. Qui pense que ce raisonnement est correct? Donc, ce raisonnement montrerait que toute relation qui est à la fois symétrique et transitive est forcément réflexive. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Allez, il y en a encore 5 qui doivent répondre. 4. Bon, il n'y a plus qu'une personne qui doit répondre. Ah, ça y est. Hop. Bon, bah voilà, vous voyez les résultats. Il y en a 6 qui disent oui, 6 non, et 2 qui ne savent pas. Donc, c'est assez mitigé. Alors, ceux qui pensent que le raisonnement est correct, qu'est-ce que vous pensez de l'exemple R égale vide? Est-ce que cette relation est symétrique? Est-ce que R est symétrique à votre avis? Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer pour si oui ou non R est symétrique? Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour que ce soit symétrique? Ça commence comment? Ouais, dans ce cas-là, effectivement, hein, ça veut dire que X n'est jamais en relation avec Y. Bon. Et la définition de symétrique, je vous la réécris, c'est pour tout XY dans X, X est en relation avec Y entraîne que Y est en relation avec X. Est-ce qu'il est vrai cet énoncé? Alors, allez, on va refaire le sondage. Qui pense que cet énoncé est vrai? Qui pense que cet énoncé est faux? Donc, disons oui, c'est vrai et non, c'est faux. Hein. Alors, les 3 derniers, est-ce que... Bon, donc, quasiment tout le monde pense que c'est faux. Il y en a 10 qui pensent que c'est faux, 2 vrais, et 1 ne sait pas. Bon, malheureusement, ce résultat, cet énoncé, là, dans le cas de R égale le vide, est vrai. Pourquoi? Rappelez-vous de la table de vérifier de l'implication. On peut faire ça comme ça. Je vais essayer de faire une belle table. C'est quoi la table de vérité de l'implication? Si on a P et Q, et P implique Q. Donc imaginons on a vrai, faux, et puis vrai, vrai, faux et faux. Donc l'implication, c'est la même chose que non P ou Q.
Donc, si P et Q sont vrais, c'est vrai. Si P est fausse et Q est vrai, c'est faux. Si P est vrai et Q est fausse, c'est vrai. Et si les deux sont fausses, c'est vrai. Bon. Là, dans cette implication, est-ce que c'est possible que X est en relation avec Y pour la relation vide? Oui ou non? Monsieur, Oui? il n'y a pas une erreur dans le tableau? Non? Si. J'ai inversé les deux, ouais. Ouais. Bon. Alors, est-ce que dans le cas qui nous intéresse, X peut être en relation avec Y? Non, il ne peut pas être en relation avec Y. Et est-ce que Y peut être en relation avec X? On est dans le dernier cas, en fait. Ouais, on est dans le dernier cas. On a faux implique faux. Et ça, c'est vrai, en fait, hein, si on réfléchit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette implication? Ça veut dire que si on a X en relation avec Y, alors forcément, on doit avoir Y en relation avec X. Ça n'arrive jamais que X est en relation avec Y. Donc, en fait, la phrase « si X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X » est vraie parce que l'hypothèse de l'implication n'est jamais vérifiée. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut après, on s'en fiche. L'hypothèse n'est jamais vérifiée, donc la conclusion, peu importe si elle est vraie ou faux. Hein, qu'elle soit vraie ou fausse, la conclusion, ça n'a pas d'importance. L'hypothèse est fausse, donc l'implication est vraie. Le faux peut impliquer n'importe quoi. Donc ça, c'est vrai. La relation vide est symétrique. Maintenant, est-ce qu'elle est transitive? Hein, réfléchissons, on va faire de la même manière. Pour tout x, y, z dans x en relation avec y et y en relation avec z entraîne que x est en relation avec z. Est-ce que c'est vrai ça? Toute la phrase. Hein. Est-ce que l'implication est vraie? Quel que soit x, y, z. On est dans quel cas là pour cette implication? Dans le quatrième aussi? Ouais, on est aussi dans le quatrième cas. La conclusion XRZ est toujours fausse. Mais donc on pourrait se dire bah, c'est faux. Mais non, parce que l'hypothèse aussi est toujours fausse. On n'a jamais X R Y et Y RZ. C'est toujours faux. Et donc on est dans le cas faux implique faux. Et ça, c'est vrai. Je sais que ça sonne bizarre dit comme ça, mais c'est le cas. Parce que, encore une fois, hein, une implication, c'est si un truc est vrai, alors on a quelque chose. Si le truc est faux, on demande rien du tout. Peu importe que le truc qui soit après la flèche soit vrai ou faux. Donc ça, c'est vrai. Donc R égale vide et transitive. Bon. Maintenant, est-ce qu'elle est réflexive? Est-ce que pour tout x dans x, x est en relation avec x? Alors, est-ce que cette phrase est vraie? Ah. Alors, vous me dites non, pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que X, avec l'ensemble vide, il ne peut pas être en relation avec lui-même. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est faux, quel que soit x. Donc, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est pas juste x et x, parce qu'on ne sait pas qui est x si je dis ça, c'est est-ce que pour tout x, dans x, x est en relation avec x? Donc ça, vous me dites, c'est faux. Qu'est-ce que c'est sa négation? C'est quoi la négation
de pour tout x dans x, x Rx. C'est il existe x dans x, tel que x R bar x. Voilà, tel que x n'est pas en relation avec x. Alors, est-ce que si je vous donne l'ensemble, il s'appelle E dans l'énoncé, peu importe, là c'est x. Si je vous donne un ensemble x quelconque, et je vous dis R, c'est la relation vide, est-ce que vous pouvez toujours trouver un x dans x, tel que x n'est pas en relation avec x? Ça marche pour tous les x. Ça marche pour tous les x, mais est-ce qu'il en existe des x? Non. Enfin, bah, Il y a le cas où x est l'ensemble vide. mais l'ensemble x, enfin, on ne sait pas si c'est l'ensemble vide ou pas. Non, on ne sait pas. Donc il y a deux cas. Il y a deux cas. Si x égale le vide, bah, on ne peut pas trouver de x dans le vide tel que x n'est pas en relation avec x. Donc R est réflexive. Vous voyez, un énoncé du type pour tout x appartient à un vide, c'est toujours vrai, parce que cet énoncé, comme on l'avait dit plus tôt, j'avais dit ça pas la semaine dernière ou je ne sais plus quand, c'est la même chose que pour tout x, x appartient au vide implique quelque chose. Et comme ça, c'est toujours faux. Mais on est encore soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là, et l'implication est toujours vraie. En fait, ça c'est un truc que j'ai peut-être pas insisté assez dans les séances précédentes de RM1. Un énoncé universel sur l'ensemble vide est toujours vrai. Parce qu'on ne peut jamais avoir x dans le vide, donc quel que soit ce qu'on demande ici, ça n'a pas d'importance, parce que c'est toujours quelque chose qui est du style faux implique blablabla. Donc, c'est toujours vrai. Bon, par contre, si x est non vide, alors là, R n'est pas réflexive. Ça réflexive. Non, il n'y a pas d'accent. Ok, bon. On va récapituler, parce que là, c'était un peu de la gymnastique mentale. On a pris la relation vide. Donc, est-ce qu'elle est symétrique? Oui. Parce que si je vous donne deux éléments quelconques, et je vous demande, est-ce que c'est vrai que si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x? La réponse est oui. Parce que comme ça n'arrive jamais que x soit en relation avec y, peu importe si y est en relation avec x ou pas, l'implication est vraie. Vous reprenez la table de vérité que vous avez vue au milieu du semestre. Faux implique faux, c'est quelque chose de vrai. Encore une fois, si quelque chose est vrai et faux. Si quelque chose est vrai, alors l'autre chose est vraie. Si la première chose est fausse, on ne demande rien du tout. Ok ? Ensuite, est-ce qu'elle est transitive? Donc on doit vérifier cet énoncé-là. Pour tout x, y, z dans x en relation avec y et y en relation avec z implique x en relation avec z. Donc là, c'est encore une implication. Est-ce que cette implication est vraie? Eh bien oui, encore une fois, parce que la conclusion est fausse, mais l'hypothèse est fausse aussi. Et encore une fois, quand on a une hypothèse fausse, l'implication est toujours vraie. Parce qu'on est dans ce cas-là, celui-là ou celui-là. Faux implique vrai et faux implique faux, ça donne deux trucs vrais. Bon. Et finalement, est-ce que la relation est réflexive? Là, on demande, est-ce que c'est vrai que pour tout x dans x, x est en relation avec x? Et maintenant, il y a deux cas. Soit il n'y a pas de x du tout, il n'y a aucun x dans grand X, x c'est l'ensemble vide, et bien c'est vrai que quel que soit le x que je choisis dans grand X, x sera en relation avec x. Parce que je ne peux même pas en choisir des x dans grand X. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est est-ce que la phrase « si x est dans grand X, alors x est en relation avec x ». Mais x n'est jamais dans grand X. Donc, l'implication est toujours vraie, vu que l'hypothèse est fausse. Par contre, si x est non vide, je peux trouver un x dans grand X, et celui-là, il ne sera pas en relation avec lui-même. Et donc, la relation n'est pas réflexive.
Donc, la relation vide, elle est toujours symétrique, elle est toujours transitive, mais elle est réflexive seulement si X est l'ensemble vide. Bon, alors est-ce que ces explications, là, ça... Alors, je vois déjà qu'il y a une question. Mais au début des définitions, vous n'aviez pas dit que c'était faux. Qu'est-ce que j'avais dit qui était faux? Quelle phrase j'avais dit? Avec l'ensemble vide? Je l'avais donné un exemple de relation. Est-ce que vous pouvez préciser? Parce que là, Après, là, où est-ce que j'ai reparlé de l'ensemble vide? Je ne vois pas. Si vous voulez, vous pouvez annoter le tableau pour me montrer, parce que là, j'avais dit un exemple. Oui, j'avais juste donné comme exemple de relation. Ah, avec transitive. Je l'avais peut-être dit à l'oral, mais non, c'est vrai. Hein. Vu que l'hypothèse est fausse. Que la conclusion soit vraie ou fausse, ça n'a pas d'importance. Ce sera vrai. Je ne sais pas. Alors, j'ai peut-être dit un truc faux à l'oral. Je suis désolé dans ce cas-là. On a eu la vidéo YouTube, donc on pourra aller. Mais oui, donc dans ce cas-là, je corrige, hein, si jamais j'avais mal dit. La relation vide est transitive. Non, c'est peut-être moi qui confonds. Hein, en tout cas, ce qui est là, c'est sûr que c'est vrai. Hein, la relation est transitive. Bon, alors pour le sondage, donc la personne qui a répondu ne sait pas, est-ce que c'était vous? C'était bon. C'était moi, du coup, j'ai pas trop compris la fin, enfin la toute fin vraiment avec les deux cas. En fait, vous utilisez la négation ou pas du tout? Vous l'avez juste écrit comme ça? C'était... je l'utilise, oui et non. Enfin, on veut savoir si c'est vrai ou faux. Donc, on veut même plus précisément, on veut montrer si c'est vrai ou faux. Et montrer si c'est faux, il faut montrer que la négation est vraie. Ok. Donc, pour montrer que R n'est pas réflexive, il faut que je montre qu'il existe X dans X, tel que X n'est pas en relation avec X. Et ça, je peux le faire seulement si X est non vide. Okay. Si X est vide, je ne peux pas. Okay. Donc, maintenant, on reprend l'exo. L'exo, il nous dit quoi? On aurait montré que R est symétrique et R est transitive implique que R est réflexive. Alors là, on vient de trouver un contre-exemple. Une relation vide qui est à la fois symétrique et transitive et qui n'est pas réflexive. Donc, c'est que ce raisonnement, il doit y avoir un problème, parce qu'il y a un contre-exemple. Donc, maintenant, essayez de voir où est le problème, si vous ne l'aviez pas encore vu dans ce raisonnement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit où est le souci là-dedans? C'est peut-être la notation. Au-dessus, vous avez utilisé X, R, Y et Y, R, X, et en bas, vous avez utilisé X, R, Y et Y, R, Z. Ou ça n'a rien à voir? Ouais, mais ça, on prend Z égale X. Vous voyez, là, j'applique la transitivité. La transitivité, ce serait... attendez. Ce serait ça. Attendez, non, j'écris pas où il faut.
ce serait x, r, y et y, r, z entraînent x, r, z. Et on peut appliquer ça à z égale x. Oui, ok. Ça, c'est pas un souci. C'est pas ça le problème, ok. Non, ça, c'est pas ça le problème. Alors, est-ce que vous voyez où est le problème? Est-ce que quelqu'un voit? Il faut ajouter une condition à R pour qu'elle soit réflexive. Oui, il y aura une condition à rajouter. Là, il manque quelque chose, effectivement, qui n'est pas vrai pour toutes les relations. Bah, regardez, là, on veut montrer que X est en relation avec Y. Je vais dire le raisonnement à l'oral, peut-être vous reverrez mieux où est le souci. Donc, on veut montrer ça, X, Rx. On prend un X quelconque, on veut montrer que X est en relation avec X. OK. Bon, très bien. Donc, on dit quoi? On dit, bah, comme R est symétrique, X est en relation avec Y, donc Y est en relation avec X. Et ensuite, comme elle est transitive, eh ben, on a X en relation avec Y et Y en relation avec X. Ça entraîne que X est Rx. Donc, on a bien X est Rx. Alors, est-ce que vous voyez le souci? Qu'est-ce qui manque dans ce que j'ai dit? Il manque un truc. Forcément, on a un contre-exemple. Donc, alors, est-ce que vous voyez? Sinon, je peux vous le dire. Hein. Faut pas mettre une condition sur E. Quelles conditions? Je sais pas, peut-être dire qu'il soit il est non vide, soit il est vide, enfin l'un des deux. Alors, s'il est vide, effectivement, la seule relation possible, c'est la relation vide, elle est transitive. Par contre, s'il est non vide, on a toujours le contre-exemple R égale vide. Non, ce qui me manque, et je vais vous le dire parce que là, je ne sais pas si quelqu'un va le voir, bah, c'est qui Y? Vous voyez, je veux montrer que pour tout x dans X, X est Rx. Très bien. Et puis, je pars de X est Y. Bah oui, mais c'est qui Y? J'ai jamais dit qu'il y avait un Y. Alors, on va me dire, bah ok, le raisonnement, c'est quoi? C'est soit X dans X, on sait quoi? On sait que pour tout Y dans X, X et Y entraîne Y et Rx. Bon, car R est transitif. Donc ça, c'est un énoncé qui est vrai pour tout Y dans X. Bon, bah déjà, si X est vide, c'est mal barré. Hein. L'énoncé, on ne va jamais pouvoir l'appliquer à un quelconque Y. Alors, il se trouve que si X est vide, il n'y a pas non plus de X, donc l'énoncé du style pour tout X dans X, c'est bon. Mais ensuite, il faut choisir un Y, et cette implication, elle a une hypothèse. C'est X et Y. Hein, on ne peut pas choisir Y n'importe comment, sinon, si on choisit un autre Y, bah, ça c'est faux, et puis c'est tout. On ne peut pas conclure que Y est Rx. Donc, pour que le raisonnement soit vrai, soit correct, enfin, qu'on puisse l'appliquer, quoi, parce qu'il est incorrect le raisonnement, il faut qu'il y ait au moins un Y dans X tel que X et Y. Parce que sinon, bah, j'ai beau savoir que dès que X et Y entraînent, ça, on a forcément Y et Rx. Si ça n'arrive jamais que X est en relation avec Y, bah, je ne pourrai jamais utiliser cette hypothèse qui est là
pour conclure que y est en relation avec x, et du coup appliquer la transitivité pour dire que comme j'ai x r y et y r x, alors x r x. Donc il faut Ça, que j'ai... on l'a fait déjà parce que c'est l'hypothèse. Non, l'hypothèse, c'est le truc avec le pour tout. L'hypothèse, c'est ça. C'est pour tout y dans x, x r y entraîne y r x. Mais du coup, dedans, là, il y a encore une hypothèse. Oui, oui, oui. Celle de gauche, enfin celle que vous avez encadrée. Oui, oui, oui. Et si je ne peux pas trouver de y qui vérifie ça, alors je ne peux pas appliquer mon truc. Vous voyez, moi je veux que, à la fin, conclure, faire une chaîne d'implication avec à la fin x r x. Qui commence comme ça, pour tout x dans x. Voilà. Le problème, c'est que quand on va écrire le raisonnement, je ne pourrais pas l'écrire comme ça. Je pourrais l'écrire, ça c'est ce qu'on veut. Et ce qu'on a, ça va vous paraître peut-être bête, hein, mais il n'est pas de cette forme, il est de cette forme. Et le truc là, on ne peut pas le sortir. Donc il est dans le truc qui dépend de la variable liée y. Vous voyez? Je ne peux pas le sortir comme ça. Monsieur, Oui, quand on nous dit au début de l'énoncé que XRY implique YRX, oui. enfin, c'est comme s'il y avait écrit au début pour tout Y appartenant à l'ensemble. Oui, oui, oui. Ok. Ouais, mais là, vous voyez, là, c'est un raisonnement. En fait, c'est un raisonnement qui est faux. C'est. Peut-être qu'il ne faut pas que je le dise comme ça, mais en gros, ce serait un raisonnement typique de quelqu'un qui n'aurait pas bien compris le truc, si vous voulez. Ah, ce serait le genre de truc où dans une copie, il faudrait que j'explique, bah non, là, vous voyez, vous me parlez de Y, mais il n'y a pas de Y. Et le raisonnement, il est faux parce que justement, on a oublié d'écrire les quantificateurs. Et quand on les écrit proprement, on est obligé de les écrire comme ça. Et le x et x, il est toujours à l'intérieur du quantificateur avec le y. Et donc, si j'arrive pas à trouver un y qui vérifie l'hypothèse qui est là, eh ben, je ne pourrai jamais avancer dans mes implications et arriver à x et x. Donc le raisonnement juste, quelqu'un me demande dans le chat, ce serait quoi le raisonnement juste? Bah, on ne pourrait pas conclure que R est réflexif, parce que déjà on a un contre-exemple, donc on ne peut pas trouver un raisonnement qui marcherait. Mais si R est réflexif et symétrique et transitive, et que pour tout x dans x, il existe y tel que x r y, alors R est transitive et réflexive. Vous voyez? Il faut qu'à un moment, j'ai un truc d'existence. Il faut que je puisse dire, bah voilà, le y, c'est lui. Tant que j'ai pas ça, je ne peux pas appliquer cette hypothèse du pour tout y quelque chose. Vous voyez? Monsieur, Oui. du coup, ce qu'on a écrit au début, X et Y implique YRX car R est symétrique, Ouais. c'est vrai ou c'est faux ce qu'on a marqué Ah, bah, tout dépend comment on met le quantificateur. Si on le met, donc là je vais trafiquer le truc, donc assurez-vous d'avoir bien. Si on le met comme ça dans les parenthèses, c'est vrai. Parce que ça, c'est exactement la définition. En fait, le problème dans ce raisonnement, c'est que le pour tout y, on aura envie de le sortir du truc,
mais il est forcément à l'intérieur. C'est vrai que pour tout y dans y, pardon, j'ai eu un petit bug, pour tout y dans y, on a bien y entraîne y/x. Mais je ne peux pas appliquer cette hypothèse tant que je n'ai pas un y qui fonctionne. Voilà. Mais Bon, ça peut... Oui. je comprends pas trop pourquoi on parle d'un y qui fonctionne alors qu'il faudrait que ce soit pour tout y. Ah, est-ce qu'on... Enfin... Non, mais on a une hypothèse qui est que R est symétrique. Et donc, ça nous dit que pour tout y dans X, on a X et Y entraîne Y/X. Mais si on veut appliquer ça pour faire quelque chose, pour avoir un résultat sur X, on sait qu'un truc est vrai pour tout Y. Si on veut l'appliquer, il faut donner un Y auquel l'appliquer. Et si je donne un Y précis, on n'a pas forcément X et Y. Donc, il faut qu'il y en ait au moins un auquel on peut l'appliquer. Alors, quelqu'un me demande pourquoi on a trouvé que c'était vrai au début. Ah non, on n'a pas trouvé que c'était vrai. Là, R égale vide, c'est un contre-exemple. Non, ce qu'on a trouvé qui est vrai, c'est pour tout XY dans X, X et Y entraînent Y/X. Mais on n'a pas réussi à trouver un Y tel que X et Y. Sans l'implication. D'accord? On n'a pas réussi à trouver un exemple de Y tel que X et Y. On a juste montré cette implication. Mais ça ne veut pas dire qu'il va exister quelqu'un qui vérifie l'hypothèse. Et dans le cas où on est, justement, il n'y a personne qui vérifie l'hypothèse. C'est justement ce qui fait que l'implication est vraie. Voilà. Bon, ça, après, reprenez-le chez vous, essayez de bien le comprendre. Là, après, c'est vraiment important parce que c'est vraiment... là, on est en plein dedans. Dans les raisonnements mathématiques, il y a tout le temps des petits cas, des petits trucs comme ça qui font qu'on risque d'écrire des trucs qui sont faux. Là, vous voyez, si je ne vous l'avais pas dit, vous auriez pu croire que toute relation symétrique et transitive est forcément réflexive. Mais en fait, non. Là, je vous ai donné un contre-exemple, et ça peut être des contre-exemples qui ne sont pas juste R égale le vide, hein, on peut en trouver d'autres. Si vous voulez, vous faites un autre contre-exemple. Imaginons X, c'est l'ensemble 1, 2, et vous dites que 2 est en relation avec 2, et c'est tout. Donc R, c'est juste 2, 2. Bon, peut-être ce sera plus clair que pour l'ensemble vide. Alors, est-ce que c'est vrai que pour tout xy dans X, X est en relation avec Y entraîne Y en relation avec X? Bah oui, car X et Y, ça entraîne que X égale Y égale 2. C'est le seul cas où on a deux trucs en relation. Et dans ce cas-là, on a aussi Y en relation avec X. Parce que 2 est en relation avec 2. Est-ce que pour tout xy dans X, pour tout xyz, pardon, X RY et Y RZ entraînent XRZ? Bah oui. X RY et Y RZ, ça entraîne que X égale Y égale Z égale 2. C'est le seul cas où on a des trucs en relation. Et donc, on a X égale Z. Et du coup, on a X égale Z égale 2. Et donc, comme 2 est en relation avec 2, on a bien X en relation avec Z. Mais maintenant, finalement, est-ce que pour tout X dans X, X est en relation avec X? Ah non, car 1 n'est pas en relation avec 1. Vous voyez, autre contre-exemple. La relation est bien symétrique, parce que dès que X est en relation avec Y, automatiquement Y est en relation avec X.
Parce que le seul cas où ça arrive, c'est quand x égale y égale 2. Pareil, si x est en relation avec y et que y est en relation avec z, automatiquement x est en relation avec z. Parce que, encore une fois, le seul cas dans lequel ça arrive, c'est quand les trois nombres sont égaux à 2. Et enfin, est-ce que tous les x sont en relation avec eux-mêmes? Ben non. Là, on a le 1 qui n'est pas en relation avec lui-même. Ok, est-ce que c'est plus clair avec cet exemple? Mais monsieur, Oui. en fait, moi, les contre-exemples, ça va, enfin, je comprends que du coup l'énoncé de base soit faux, Ouais. mais j'ai du mal à comprendre ce qu'on a fait après avoir trouvé le contre-exemple pour prouver que c'est faux et comment le rectifier. Ça, j'ai. Bah, le problème, c'est que, imaginons, je veux montrer que 1 est en relation avec 1. Dans le raisonnement, on dirait 1 est en relation avec y, donc y est en relation avec 1. OK. Et maintenant, comme j'ai 1 en relation avec y et y en relation avec 1, ça entraîne que 1 est en relation avec 1 parce que c'est transitif. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver le y qui fait ça. C'est vrai que pour tout y dans x, on a ça, et que pour tout y dans x, on a ça. Mais avec ça, je ne peux pas conclure que 1 est en relation avec 1. Parce que je ne peux pas trouver le y auquel appliquer ce truc-là. D'accord. Alors, on m'a posé des questions dans le chat. Ce contre-exemple, ça rend la proposition, mais pas pour la même raison que il existe, non? Ah si, c'est toujours un il existe, parce que là, il n'existe pas de y tel que 1 est en relation avec y. C'est ça le problème. Alors, l'autre question qu'on m'a posée, pourquoi 1 n'est pas en relation avec lui-même? C'est moi qui ai défini la relation. Je l'ai définie ici. J'ai décidé que le seul cas où un élément est en relation avec lui-même, c'est quand c'est 2 qui est en relation avec 2. Il n'y a pas d'autre relation. Là, c'est moi qui ai décidé. Ça, c'est ma relation. Et je dis que c'est un contre-exemple à l'énoncé. Si une relation est symétrique et transitive, alors elle est réflexive. Ça va pour tout le monde? Bon, c'est un peu compliqué. Ça, je vous conseille vraiment de reprendre un peu tout ça chez vous. De toute manière, plus vous allez avancer dans vos études, plus ça va être compliqué. Hein. Oui. Bon, on va faire quelques exos plus simples, comme ça vous ne serez pas déprimé en partant. Exo 2. Donc, on va vous donner des relations. Et la question, c'est est-ce que R est réflexive, symétrique, antisymétrique, transitive. Alors, premier exemple de relation. Vous avez grand E égale grand N. Donc, c'est l'ensemble que je note X depuis le début. Maintenant, on l'appelle grand E, peu importe. Et X est en relation avec Y si et seulement si X égale moins Y. Oh, il y a une erreur dans l'énoncé là. Ils sont trompés. Allez, on va dire que E, c'est l'ensemble des antirelatifs, parce que sinon, moins Y, ça n'arrive pas souvent. Voilà, donc par exemple, 0 est en relation avec 0, 1 est en relation avec moins 1, 2 est en relation avec moins 2, moins 1 est en relation avec 1, etc. Donc réfléchissez un peu là pendant quelques minutes. Est-ce que cette relation est réflexive? Est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce qu'elle est antisymétrique? Et est-ce qu'elle est transitive?
Ouais, je peux remonter. Bon, après, je veux pas cacher l'énoncé, mais... Alors, dans le chat, on me demande dans l'exo 1, est-ce que R égale l'ensemble vide valide l'énoncé? Non, sauf si X lui-même est l'ensemble vide. Hein, c'est ce que j'ai expliqué là. Si X est l'ensemble vide, bah, la relation est aussi réflexive parce qu'il n'y a pas de X sur lequel vérifier. Non, tout n'est pas vrai. Là, R n'est pas réflexive. Bon, vous reprendrez. Là, il reste que 5 minutes, donc on va se concentrer sur l'exo 2. Le mieux, c'est que vous repreniez chez vous. Alors, est-ce que cette relation est réflexive? Non. Hein, comme vous me dites dans le chat, elle n'est pas réflexive. Sauf pour x égale 0, effectivement, 0 est en relation avec lui-même, mais les autres nombres ne le sont pas. Donc là, comme on veut montrer qu'elle n'est pas réflexive, il faut trouver un contre-exemple. Alors, qui a un contre-exemple? Voilà, par exemple, x égale 1. X égale 1. 1 n'est pas en relation avec 1, parce que 1 n'est pas égal à moins 1. Donc on a un contre-exemple. Est-ce qu'elle est symétrique? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'elle est symétrique? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? C'est un énoncé de type universel, donc on prend x, y dans z des éléments. Et on doit vérifier quoi? Que si x égale moins y, alors y égale moins x, effectivement. Si x est en relation avec y, ça veut dire que x égale moins y, et donc que quelque chose, et là c'est évident, hein, vous multipliez tout par moins 1, ça fait que y égale moins x. Et du coup, y est en relation avec x. Donc là, on a vérifié que la chaîne d'implication est vraie quel que soit x et y, donc c'est bien que la relation est symétrique. Si un nombre est en relation avec un autre, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. La même chose. Est-ce qu'elle est antisymétrique? À votre avis? Alors, il y a quelqu'un qui me dit non, elle n'est pas antisymétrique. Donc, si vous voulez montrer qu'elle n'est pas antisymétrique, il faut trouver un contre-exemple. Donc, qu'est-ce que vous avez comme contre-exemple? Bah, si x est en relation avec y, ça veut dire que x est égal à moins y. Oui. Et inversement pour y en relation avec x. Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont opposés, ils n'ont pas de, enfin ils sont jamais égaux. Bah, sauf si c'est 0, mais effectivement, c'est ça.
Alors, par contre, dans le chat, il y a quelqu'un qui m'a mis x égale 1. Alors, je pense que c'était x égale y égale 1. Ça ne marche pas parce que ce qu'on veut, c'est un contre-exemple à x, r, y et y, r. Ah, ok. Et x égale y égale -1 alors. Bon, alors, dans ce cas-là, oui. Bon, je réécris quand même. Nous, on veut un contre-exemple à x, r, y et y, r, x entraîne x égale y. Donc, le contre-exemple, il faut trouver deux éléments tels que x est en relation avec y est en relation avec x, et x est différent de y. Et alors, comme votre camarade a dit, 1 est en relation avec -1, et -1 est en relation avec 1, mais 1 est différent de -1. Donc, cette relation n'est pas antisymétrique. Okay, on a trouvé un couple XY, tel que X est en relation avec Y, Y avec X, mais ils sont différents. Bon, enfin, est-ce qu'elle est transitive? On va s'arrêter là-dessus. Non, effectivement. Alors pourquoi? Donc, je vous rappelle, hein, transitif, c'est X, R, Y et Y, R, Z entraînent X, R, Z. Ouais, on peut toujours reprendre l'exemple de 1. Cette relation n'est pas transitive, car 1 est en relation avec -1, et -1 est en relation avec 1, mais ce n'est pas qu'ils sont différents. Enfin, bon, je vais juste écrire le truc, mais 1 n'est pas en relation avec 1. D'accord? Je prends x égale 1, y égale 1, mais égale -1, et z égale 1. On a bien x et ry, on a bien y, r, z, mais on n'a pas x, r, z. Parce que -1, c'est bien l'opposé de 1, 1, c'est bien l'opposé de -1, mais 1 n'est pas l'opposé de 1. Donc ça ne marche pas. Voilà. Bon. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Bon, si vous avez des questions, vous me le dites. Mais d'ici la semaine prochaine, je pense que ce serait pas mal de reprendre cet exo, de comprendre un peu le truc. Parce que là, on est vraiment dans les choses... c'est assez important, en fait. Hein. Ça peut paraître compliqué et inutile, mais non. C'est vraiment là, reconnaître des raisonnements mathématiques qui sont corrects ou incorrects. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions avant qu'on s'arrête? Non, pas de questions. Bon, je crois que les gens commencent déjà à partir. Je vais couper l'enregistrement.